Salut à tous. Le 10 mai 2026, un F-35A Lightning II de l'armée de l'air américaine opérait au-dessus du golfe d'Oman, à l'intersection de l'espace aérien le plus décisif de la planète à l'heure actuelle. Les mêmes eaux où ce conflit a commencé il y a 73 jours, où le blocus est appliqué quotidiennement, où des vedettes d'attaque rapides ont été coulées et des pétroliers neutralisés, et où des avions embarqués mènent des missions continues depuis le 28 février. À un certain moment durant cette sortie, le pilote a tendu la main dans le cockpit, a trouvé le panneau du transpondeur et a tapé manuellement un code à 4 chiffres, 7700. Cet appareil F-35 est brièvement apparu sur des systèmes civils de suivi des vols en émettant ce code, puis il a viré brusquement vers l'espace aérien des Émirats arabes unis et le transpondeur s'est complètement éteint. Au matin du 11 mai, les médias d'État iraniens avaient bâti toute une opération informationnelle autour de ces 4 chiffres. Le consulat général d'Iran en Inde a publié cette déclaration, nous l'avons abattu, Project Freedom s'effondre. L'Amérique cache ses pertes. La machine de propagande tournait à plein régime avant même que l'appareil ait terminé son approche vers la base aérienne d'Al-Dafra. Un seul fait opérationnel démonte toute la narration iranienne. Et c'est précisément le fait que la machine de propagande iranienne ignore ou qu'elle compte sur son public intérieur pour ne pas connaître. Un pilote ne transmet pas le code 7700 lorsqu'il subit des dommages de combat dans un environnement actif. Ce code doit être entré manuellement dans le panneau du transpondeur. Ce n'est pas une réponse d'urgence automatique. Il n'est pas déclenché par l'impact d'une arme, une panne système, des dommages aérodynamiques ou tout autre événement externe affectant l'appareil. C'est un geste délibéré, conscient, intentionnel que le pilote accomplit parce qu'il a décidé qu'il avait besoin de l'avantage précis qu'offre l'émission du code 7700. Ce code avertit immédiatement toutes les installations radar et toutes les stations de contrôle aérien à portée que cet appareil a un problème et qu'il a besoin d'un accès prioritaire à l'atterrissage, sans friction, sans attente, sans les procédures normales de séparation. Un pilote qui a réellement subi des dommages causés par des armes iraniennes dans un espace aérien contesté au-dessus du golfe d'Oman ne tape pas manuellement un code à 4 chiffres dans le panneau du transpondeur pour diffuser sa position, son altitude, son état d'urgence et sa localisation générale à tous les récepteurs à portée, y compris à toutes les installations militaires iraniennes qui surveillent l'espace aérien du Golfe. Il ne se place pas sur une plateforme numérique pour annoncer que son appareil a un problème à l'adversaire qui vient précisément de créer ce problème. Il quitte l'environnement de menace à la vitesse maximale disponible. Il communique la situation à son chef de patrouille et à sa base au moyen de l'architecture de communication chiffrée, sécurisée et à saut de fréquence que l'aviation militaire utilise précisément parce que les communications opérationnelles dans une zone de combat doivent demeurer invisibles au système de collecte adverse. Il gère l'urgence selon les procédures classifiées qui existent précisément pour ce scénario. Il ne s'illumine pas sur Flight Radar 2.4. Le code 7700 est la signature précise d'un pilote qui gère une urgence de maintenance par le système normal de coordination aérienne civile et militaire, qui déclare l'urgence, obtient un traitement prioritaire du contrôle aérien des Émirats arabes unis et libère le trajet vers Al-Dafra sans les procédures normales de séparation qui ralentiraient son atterrissage. Le fait que le transpondeur se soit éteint lorsque l'appareil est entré dans l'espace aérien des Émirats arabes unis relève de la procédure de sécurité opérationnelle standard pour les avions militaires qui approchent une base active en période d'opération de combat. Le transpondeur est coupé afin que les systèmes civils de suivi ne puissent pas lire le cap d'approche de l'appareil, son profil d'altitude et sa destination pendant qu'il descend vers une base dont l'emplacement, l'orientation des pistes et les caractéristiques de l'espace aérien environnant ne doivent pas être intégrés au tableau de situation d'un adversaire. Le consulat général iranien a déclaré victoire sur une panne de maintenance. Il attend encore l'appel d'une installation radar iranienne, confirmant que son système d'armes a produit ce que la machine de propagande prétend. Cet appel ne viendra pas parce que le pilote a tapé ces chiffres lui-même. La question vraiment importante sur le plan opérationnel est de savoir ce que le F-35 faisait réellement au-dessus du golfe d'Oman avant que la panne de maintenance n'interrompe la mission.
La réponse en dit beaucoup plus sur la direction que prend ce conflit que n'importe quelle affirmation de propagande au sujet d'un appareil abattu n'en dit sur les capacités iraniennes. Le F-35A transporte une constellation de capteurs que l'architecture de défense côtière iranienne n'a tout simplement pas été conçue pour affronter. Le radar APG 8.1 à balayage électronique actif est le système de capteurs tactiques multimode le plus performant jamais installé sur un avion de chasse. Son mode radar à ouverture synthétique produit une imagerie terrestre à une résolution capable d'identifier des objets de la taille d'un véhicule individuel sous des filets de camouflage à des distances qui maintiennent l'appareil bien au-delà de l'enveloppe d'engagement de chaque système de missiles côtiers encore présent sur la côte iranienne. Sa télémétrie air-sol fournit la précision géométrique qui rend les données de position collectées directement utilisables comme coordonnées de ciblage pour des paquets de frappe. Son mode de recherche maritime de surface suit de petits contacts de surface dans l'environnement de fouillis propre au golfe d'Oman, les eaux peu profondes, les variations thermiques, les retours radar produits par l'action des vagues, avec des algorithmes de discrimination que la génération précédente de radars de patrouille maritime ne pouvait pas égaler. Le système électro-optique de ciblage AN/AAQ 4.0 monté à l'extérieur fournit une capacité infrarouge à vision frontale dont la portée de détection des signatures thermiques, de la chaleur des moteurs, des systèmes mécaniques récemment utilisés et des motifs de chaleur résiduelle des installations couvertes de stockage de bateaux permet à l'appareil d'identifier des cibles qui ont été délibérément dissimulées à la collecte optique depuis le ciel. Une vedette d'attaque rapide qui a été utilisée au cours des dernières heures conserve une chaleur moteur mesurable, même après l'arrêt du moteur et le déplacement du bateau, sous des filets de camouflage ou dans un abri couvert. Le système EOTS détecte cette signature thermique. Le système de ciblage enregistre les coordonnées. La base de données de collecte s'enrichit. Le système de guerre électronique AN/ASQ 239 surveille passivement l'environnement électromagnétique sans émettre de signal détectable. Il catalogue chaque émission radar, chaque transmission radiofréquence, chaque signal électronique sur toute la large plage de fréquences qu'il couvre, dans le contexte de l'opération iranienne de vedette d'attaque rapide côtière. Cela signifie enregistrer chaque communication entre les commandants côtiers du corps, des gardiens de la révolution islamique, le CGRI et les postes d'équipage de leurs bateaux, chaque activation radar sur les positions de surveillance côtière, chaque signal électronique associé à l'infrastructure de commandement et de contrôle qui rend un essaim coordonné opérationnel plutôt qu'un ensemble de coques individuelles et non coordonnées. On ne peut pas coordonner 130 vedettes rapides en formation sans communication de commandement et de contrôle. Ces communications sont des signaux électromagnétiques. Et ces signaux électromagnétiques sont précisément ce que l'AN/ASQ 239 collecte passivement sans que le système iranien sache même que cette collecte est en cours. Le système à ouverture distribuée, composé de 6 caméras infrarouges réparties autour de la cellule et fusionnées, pour alimenter l'affichage du casque du pilote avec une image sphérique de la situation, fournit la conscience de menaces à 360 degrés qui permet au F-35 d'opérer en mode de collecte ISR, c'est-à-dire renseignement, surveillance et reconnaissance, sans obliger le pilote à consacrer son attention à la surveillance des menaces au détriment de la gestion des capteurs. Le pilote peut surveiller l'opération de collecte, gérer les modes des capteurs et maintenir sa conscience situationnelle en même temps, d'une manière que les architectures d'avions de génération précédente, qui exigeaient que le pilote manœuvre physiquement l'appareil pour pointer les capteurs dans des directions précises, ne pouvaient pas atteindre. La mission que ce F-35 précis exécutait avant que la panne de maintenance ne l'interrompe était une collecte ISR contre l'infrastructure iranienne de vedettes d'attaque rapide côtière. Il s'agissait de trouver où le CGRI cache ses bateaux, de trouver où ils sont ravitaillés, de trouver où ils sont entretenus, de trouver où se situent les nœuds de commandement qui les coordonnent, et de trouver où sont positionnés les systèmes de missiles côtiers qui protègent les zones de préparation des bateaux. Il s'agissait de trouver, dans le sens le plus complet du mot sur le plan opérationnel,
la carte physique complète de l'infrastructure de menaces maritimes que la reprise de la campagne de frappe doit traiter de manière globale plutôt que réactive. La logique opérationnelle derrière cette mission repose sur l'idée précise qui sépare l'approche du coup par coup face au problème des vedettes d'attaque rapide de la solution globale. Cette approche du coup par coup est ce que ce conflit a produit dans sa dimension d'engagement naval. Des bateaux apparaissent sur l'eau, les forces américaines les détruisent. D'autres bateaux surgissent des criques, des abris et des installations de stockage couvertes le long de la côte iranienne. 7 vedettes d'attaque rapide ont été coulées le premier jour de Project Freedom. D'autres engagements ont suivi les jours suivants. Mais l'inventaire total de vedettes d'attaque rapide du CGRI, qui a commencé ce conflit avec environ 1000 coques réparties dans 31 criques le long de 120 km de littoral, ne peut pas être réduit à 0 uniquement par des engagements individuels en eau libre. Les bateaux qui ne sont pas sur l'eau au moment où l'engagement se produit ne font pas partie de cet engagement. Ils sont dans leurs abris, entretenus, ravitaillés et préparés avec leurs équipages pour la prochaine sortie. La solution globale vise les bateaux là où ils vivent, plutôt que là où ils se déploient. Trouver chaque crique, trouver chaque installation de stockage couverte, trouver chaque dépôt de carburant, trouver chaque installation de maintenance, trouver chaque nœud de commandement et de contrôle qui rend l'essaim opérationnellement cohérent, puis frapper tous ces éléments simultanément avec des B-52 et des Bun B, livrant des munitions à large zone d'effet contre le complexe de stockage côtier, avec des F-15 transportant des armes pénétrantes avancées GBU, 7-2 contre des installations de stockage souterraines durcies, avec des ADX Warthog, engageant les bateaux exposés et les criques ouvertes avec le canon Gawit Avenger, avec l'aviation navale assurant l'engagement de précision contre les installations côtières que les groupes aéronavals peuvent soutenir en continu. On ne combat pas l'essaim sur l'eau. On attaque la couche logistique de l'essaim, le carburant, la maintenance, les abris, les zones de préparation des équipages, le commandement et le contrôle, avant que l'essaim ait l'occasion opérationnelle de se déployer. Le F-35 au-dessus du golfe d'Oman complétait l'équivalent d'une sortie de collecte pour ce paquet de ciblage global. La panne de maintenance qui a produit l'émission du code 7700 a interrompu la mission. Le prochain F-35 qui décolle d'Al-Dafra reprend là où la mission interrompue s'est arrêtée. Et lorsque le paquet de ciblage sera complet, lorsque chaque crique, chaque entrepôt, chaque abri souterrain et chaque nœud de commandement sur ces 120 km de littoral aura été cartographié avec la précision fournie par la suite de capteurs du F-35, la frappe globale à laquelle 130 vedettes rapides en 2 formations ne peuvent pas survivre au niveau logistique sera autorisée et exécutée. La machine de propagande iranienne qui proclamait qu'un appareil avait été abattu prononçait un discours de victoire militaire au sujet d'une sortie de collecte de renseignements de ciblage. Les bateaux dans leurs abris vont découvrir ce que cette sortie préparait réellement lorsque les munitions rendues possibles par les coordonnées collectées commenceront à arriver sur ces coordonnées. La revendication de souveraineté sur le détroit d'Ormuz mérite une attention analytique complète, parce que cette demande précise, l'Iran voulant les 20 et 1000 au complet, n'est pas seulement diplomatiquement inacceptable, elle est le document institutionnel révélateur du véritable objectif stratégique du CGRI tout au long de ce conflit. La comprendre permet d'expliquer pourquoi l'effondrement du cessez-le-feu était inévitable dès le moment où l'Iran a soumis cette contre-proposition. Le détroit d'Ormuz est le point de passage maritime le plus important de la planète pour l'approvisionnement énergétique mondial. Par ce passage navigable de 20 et 1000 de largeur, transite environ 20 à 30% du pétrole maritime mondial, une part substantielle du gaz naturel liquéfié mondial, ainsi que le trafic commercial dont dépendent les économies de chaque État du Golfe, de la majeure partie de l'Europe et de portions importantes de l'Asie. La réalité géographique selon laquelle la côte nord de l'Iran et la côte sud d'Oman encadrent ce passage a donné à l'Iran une position structurelle de levier extraordinaire antérieure à la République islamique et qui existerait quelle que soit la composition du gouvernement iranien. Le droit maritime international dispose d'un cadre précis et bien développé pour exactement ce type de situation géographique.
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, que toutes les grandes nations maritimes du monde ont ratifié ou traitent comme relevant du droit international coutumier, établit le droit de passage en transit dans les détroits internationaux. Ce droit n'est pas conditionnel à l'approbation de l'État riverain. Il n'exige pas le paiement de frais ou de péage à cet État. Il n'exige pas que les navires obtiennent l'autorisation de l'État riverain avant de transiter. Il constitue la reconnaissance juridiquement codifiée que les détroits internationaux reliant des zones de haute mer sont des voies navigables internationales dont la liberté de navigation ne peut pas être soumise à l'autorité unilatérale d'une seule nation riveraine. La raison précise pour laquelle ce principe existe en droit international est justement d'empêcher l'arrangement que réclame la contre-proposition iranienne. La demande de l'Iran d'obtenir une pleine souveraineté sur l'ensemble des 20 et 1 000, soit toute la largeur navigable du détroit depuis sa propre côte jusqu'à la rive opposée d'Oman, revient à demander l'autorité légale d'être l'exploitant du péage du corridor de transit énergétique le plus important du monde. Chaque navire qui veut acheminer du pétrole du golfe Persique vers les marchés mondiaux aurait besoin de l'autorisation iranienne pour le faire. Chaque pays dont la sécurité énergétique dépend du pétrole du Golfe serait soumis en permanence aux conditions politiques iraniennes comme prix d'accès au carburant dont son économie a besoin. Chaque gouvernement que l'Iran considère comme hostile, chaque politique à laquelle l'Iran s'oppose, chaque position diplomatique que l'Iran juge gênante, tout cela pourrait être imposé par la menace d'un refus de transit que fournirait le contrôle souverain du détroit. Ce n'est pas une position de négociation à partir de laquelle une rédaction diplomatique créative pourrait trouver un compromis. C'est l'expression institutionnelle d'un objectif stratégique incompatible avec les principes fondamentaux de l'ordre international que toutes les grandes nations du monde se sont engagées à défendre. Les États-Unis ne peuvent pas l'accepter. La Chine ne peut pas l'accepter parce que les importations énergétiques chinoises transitent par le détroit. La Russie ne peut pas l'accepter parce que des marchés énergétiques mondiaux dans lesquels un seul État contrôle le point de transit le plus important du monde fonctionneraient selon des règles fondamentalement différentes de celles qui existent maintenant. Le Japon ne peut pas l'accepter, la Corée du Sud ne peut pas l'accepter, l'Inde ne peut pas l'accepter. Aucune économie dans le monde dont les intrants énergétiques passent par le golfe Persique ne peut l'accepter. Cette demande n'est pas déraisonnable parce qu'elle va trop loin dans une négociation. Elle est catégoriquement incompatible avec la structure de l'ordre international parce qu'elle demande au monde d'accepter un nouvel arrangement permanent dans lequel un seul État révisionniste contrôle la valve de l'approvisionnement énergétique mondial. Depuis 40 ans, l'Iran poursuit cet objectif par des moyens asymétriques plutôt que par des revendications juridiques formelles, par la menace de fermeture, par des opérations de minage, par le harcèlement de vedettes d'attaque rapide, par le déploiement de missiles côtiers, par des opérations de groupes alliés qui étendent la menace à plusieurs théâtres simultanément. Toute la stratégie maritime du corps des gardiens de la révolution islamique a été la mise en œuvre institutionnalisée d'une logique d'extorsion. Maintenir une menace crédible contre le détroit, une menace qui ne peut pas être éliminée durablement sans accepter les coûts politiques élevés d'un conflit militaire total, et utiliser cette menace pour obtenir des concessions diplomatiques, un allègement des sanctions et des accommodements politiques régionaux. La mafia n'a pas besoin de posséder l'acte de propriété d'un immeuble pour percevoir un loyer. Elle doit simplement être crédible sur ce qui arrive si l'on ne paie pas. La contre-proposition iranienne demande l'acte de propriété, la reconnaissance juridique formelle de ce qui fonctionnait comme une menace implicite depuis 4 décennies. Et l'administration Trump a dit que c'était totalement inacceptable, parce que l'accepter signifierait que l'arrangement d'extorsion implicite devient un traité explicite que le monde a formellement accepté, que l'Iran possède le détroit, que l'autorisation iranienne est requise pour le transit et que chaque gouvernement dépendant de l'approvisionnement énergétique du golfe Persique a accepté un veto iranien permanent sur son accès à l'énergie comme prix de l'accord ayant mis fin à ce conflit précis.
Dans l'univers trumpiste, la diplomatie ressemble souvent moins à de l'art politique qu'à une phrase de conférence de presse en attente d'applaudissements. La dimension de l'uranium enrichi ajoute le deuxième mur qui rend la contre-proposition structurellement impossible à accepter selon des conditions capables de résoudre le moteur central du conflit. L'Agence internationale de l'énergie atomique a confirmé que l'Iran dispose d'environ 440 kg d'uranium hautement enrichi à 60%, à une courte étape technique du seuil d'enrichissement de 90% qui constitue la matière de qualité militaire. Ce n'est pas une petite quantité ayant uniquement des applications civiles. Les centrales nucléaires civiles fonctionnent avec du combustible enrichi entre 3 et 5%. L'uranium enrichi à 60% n'a aucune application civile dans la production d'électricité nucléaire qui justifie le programme d'enrichissement et le stock accumulé que l'Iran a constitué. Chaque kilogramme d'uranium enrichi à 60%, s'il est ensuite porté au niveau de qualité militaire, représente de la matière fissile pour plusieurs dispositifs nucléaires. Le nombre précis d'armes qui pourraient théoriquement être fabriquées à partir de cette quantité dépend de la conception et de l'efficacité des dispositifs. Mais l'AIEA et toutes les grandes organisations d'analyse de la non-prolifération nucléaire ont clairement établi que ce stock constitue une préoccupation de tout premier ordre liée à un programme d'armement. Ce n'est pas un risque futur théorique, mais une réalité matérielle actuelle dont le délai de militarisation se mesure en semaines plutôt qu'en années, une fois prise la décision politique d'aller de l'avant. La contre-proposition iranienne refuse de négocier ce stock. Pas le réduire, pas le transférer, pas le convertir sous une forme rendant plus difficile la fabrication d'armes, pas le soumettre à une surveillance renforcée de l'AIEA, pas l'aborder d'une quelconque manière. Les 440 kg restent en Iran, sous la garde du CGRI, à un niveau d'enrichissement proche de la qualité militaire, sans contrainte. Cette demande revient à demander aux États-Unis de lever toute la campagne de pression, le blocus, les sanctions, les avoirs gelés, en échange d'un accord qui laisse explicitement intact et sans contrainte l'élément le plus dangereux du programme de menace iranien. La réponse de Trump a été qu'il avait lu la réponse des prétendus représentants de l'Iran, qu'elle ne lui plaisait pas et qu'elle était totalement inacceptable. La formule de clôture « Merci de votre attention à cette affaire » signalait qu'une correspondance était terminée plutôt que poursuivie. Même la formulation avait cette texture familière de l'ère Trump, une porte diplomatique claquée au rythme d'un courriel de collecte de fonds. L'expression prétendu représentant était le langage précis du rejet visant l'autorité institutionnelle des partis qui présentaient la proposition. Elle ne me plaît pas était l'évaluation directe du président, sans qualification diplomatique. Totalement inacceptable était la caractérisation formelle qui fermait la phase diplomatique. Le message publié ensuite sur Truth Social était la communication la plus longue et stratégiquement la plus importante, précisément parce qu'il encadrait les conséquences opérationnelles du rejet totalement inacceptable dans les termes historiques et moraux qui justifient ce qui suit. Seulement dans ce style politique, une publication sur les réseaux sociaux peut essayer de faire à la fois le travail d'une salle de guerre, d'une conférence de presse et d'un rassemblement électoral. 47 ans de jeu iranien, le décompte précis des transferts d'argent sous les administrations précédentes, des centaines de milliards, les uns 7 milliards en devises physiques. Les banques vidées, les valises et les sacs, les responsables iraniens qui n'avaient jamais vu d'argent à cette échelle et ne savaient pas quoi en faire. Les bombes artisanales qui ont tué des militaires américains. Les 42 000 manifestants tués par un régime qui avait reçu ce financement. Et la conclusion, ils ne riront plus. Les publications présidentielles sur Truth Social dans ce conflit ont fonctionné comme des annonces opérationnelles dans le registre précis qui précède l'action cinétique. Le bombardement commencera à un niveau et à une intensité beaucoup plus élevée a été publié, puis les bombes sont tombées sur Bandar Abbas et l'île de Keshem. Nous l'obtiendrons avec ce que nous voulons a été publié au sujet de l'uranium pendant que le MV Ocean Trader se positionnait dans l'océan Indien. L'écosystème médiatique pro-Trump ne se contente pas de rapporter ce genre de phrases, il l'emballe généralement avec des sirènes, des drapeaux et l'assurance d'une bande-annonce pour un film que personne n'a fini d'écrire. Ils ne riront plus est la conclusion déclarative qui met fin au bilan de 47 ans et ouvre le chapitre opérationnel qui suit. La lecture analytique du modèle de communication de cette administration
indique qu'ils ne riront plus n'est pas une simple envolée rhétorique. C'est une annonce. Pour l'écosystème pro-Trump, même l'escalade arrive habillée comme du contenu, poli pour l'indignation avant d'être confronté aux conséquences. La réponse de l'Iran a été que cela n'avait aucune importance et que personne en Iran ne prépare des plans pour plaire à Trump. C'est la bravade institutionnelle d'un régime qui construit l'opération informationnelle comme son principal instrument, alors que l'opération cinétique va à l'encontre de tous les indicateurs qui comptent. 551 missiles balistiques, 29 missiles de croisière et plus de 2000 drones interceptés par les seules défenses aériennes des Émirats arabes unis. 7 vedettes d'attaques rapides au fond de la mer. 3 grands pétroliers neutralisés et fumant sur les images satellites du golfe d'Oman. Bandar Abbas et l'île de Keshmem frappées. Les installations de stockage pétrolier à 40 jours du débordement, les paiements de salaire qui échouent dans tout l'appareil de sécurité. Le commandant en chef du CGRI nommé sur une liste de cibles israéliennes transmise à Washington. Le guide suprême, selon certaines informations, neutralisé dans un bunker. Et malgré tout, la réponse officielle a été que cela n'avait aucune importance et que personne en Iran ne prépare des plans pour plaire à Trump. C'était le comportement institutionnel consistant à publier une provocation en réponse à un rejet totalement inacceptable venant du président qui contrôle la plus grande force militaire conventionnelle de l'histoire humaine. Pendant ce temps, le compte à rebours de 40 jours tourne. Le plan de frappe israélien d'1 à 2 semaines est sur le bureau de Washington, le MV Ocean Trader est dans l'océan Indien, et la Space Force surveille l'uranium avec une précision au numéro de l'eau. C'est le comportement d'une institution qui a choisi la performance plutôt que le calcul. La performance exige de démontrer de la défiance au public intérieur que le blackout informationnel a isolé du véritable bilan opérationnel. Le calcul exigerait de reconnaître que le totalement inacceptable de ce président produit la conséquence opérationnelle que décrivent collectivement le positionnement du MV Ocean Trader, les missions ISR d'F-35, la soumission du plan de frappe israélien et la conclusion selon laquelle ils ne riront plus. Le style aligné sur Trump traite l'ambiguïté comme une faiblesse, même lorsque l'ambiguïté est précisément l'endroit où les professionnels cachent habituellement le volant. Le plan de frappe israélien mérite une analyse précise, parce qu'il définit la portée de la reprise des bombardements d'une manière qui le distingue des phases précédentes de ce conflit. 1 à 2 semaines de frappe soutenue, avec possibilité de prolongation, l'assassinat ciblé du commandant en chef du CGRI, Ahmed Vaïti, et d'autres hauts commandants du CGRI. Un appel urgent de Netanyahou concernant le contenu et le calendrier du plan. Le mécanisme de coordination par lequel les architectures opérationnelles américaines et israéliennes, qui ont exécuté ensemble Epic Fury, sont alignées pour la reprise de la campagne. Le ciblage de Vaïti représente l'objectif de décapitation que des frappes combinées contre des installations ne permettent pas d'atteindre. Les infrastructures peuvent être reconstruites, pas les personnes. La structure de commandement du CGRI, déjà privée de la direction directe du guide suprême en raison de l'incapacitation de Mojtaba, déjà aux prises avec un vide de commandement laissé par la mort du commandant naval au début du conflit, déjà engagé dans la gestion du modèle d'autonomie décentralisée du noyau, qui produit une incohérence opérationnelle au niveau stratégique, serait confronté avec l'élimination de Vaïti à l'absence précise de son sommet institutionnel de coordination au moment où la pression économique du compte à rebours de 40 jours sur le stockage et la pression militaire de la reprise des bombardements comprimant simultanément chaque aspect de sa capacité opérationnelle. La caractérisation faite par Netanyahou dans 60 minutes, selon laquelle Mojtaba se trouverait dans un bunker ou un lieu secret vivant mais dans un état inconnu, essayant de préserver une autorité qu'il ne possède pas au niveau que détenait son père, constitue la divulgation de renseignements opérationnels qui place le ciblage de Vaïti dans tout son contexte stratégique. Et un Iran avec un guide suprême nominal, incapacitated et isolé, combiné à un commandant en chef du CGRI éliminé lors de la première vague de la reprise des frappes, combiné au débordement des stocks pétroliers qui commencent à forcer des fermetures permanentes de puits,
combiné aux échecs de paiement des salaires qui s'accumulent à tous les niveaux de l'appareil de sécurité. Voilà une configuration. La dimension de l'Artèche et la pression interne qui avance en parallèle avec tout ce qui précède et dont l'environnement opérationnel de la reprise des bombardements profite le plus directement. Les soldats de l'armée régulière iranienne qui ont été envoyés sur les positions de première ligne avec 10 balles, qui ont été utilisés comme chair à canon et boucliers humains par des commandants du CGRI qui positionnaient leurs propres unités différemment, qui ont vu la position institutionnelle du CGRI se dégrader sous la pression combinée de la défaite militaire et de l'épuisement financier, tandis que leur propre sacrifice institutionnel était traité comme jetable. Ces soldats et leurs officiers font des calculs de loyauté que la reprise des bombardements mettra sous pression dans toutes les directions simultanément. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt